Bonjour à tous, vous m'entendez bien, c'est bon? Des formations d'enseignants, je vais me lever, je ne peux pas rester assis. Alors, donc, on a beaucoup parlé de dynamique relationnelle. Ce que je vais essayer de faire, c'est de poser tous ces mécanismes-là de la relation au niveau du cerveau d'une part, mais surtout au niveau psychologique. On vous en vend beaucoup du cerveau, vous en voyez partout, on met n'importe quel concept, on met neuro devant, et puis après on vous dit que c'est des super preuves scientifiques. On ne va pas aller aussi loin, ça s'appelle beaucoup du neuro-enchantement, ça, on va laisser un petit peu ces illusions de côté pour s'intéresser vraiment aux mécanismes psychologiques. Je vais vous parler une seule fois du cerveau, mais ça sera juste à titre d'exemple. Alors, la motivation, j'ai décidé d'appeler ça une dynamique existentielle. Il y a un seul mot qui est important là-dedans, c'est vraiment l'essentiel, c'est le côté dynamique. Notamment quand on parle quand on est dans des situations qui sont liées à l'emploi, au retour à l'emploi, à cette espèce de sclérose des capacités à retourner sur le marché de l'emploi, on perd cette idée de dynamique où les gens sont perdus dans cette incapacité à retourner sur le marché de l'emploi. Et ils oublient que tous ces mécanismes-là qui font qu'on se sent en capacité, qu'on ne se sent pas en capacité, c'est des mécanismes qui sont dynamiques. Un jour ils sont là, un jour ils ne sont pas là, et selon comment on se comporte, on peut les stimuler ou les détruire complètement. Alors, l'idée c'est que l'être humain, et ça c'est pas une notion qui est si vieille que ça, c'est que l'être humain c'est un système qui est en perpétuel mouvement. Au niveau physiologique, ça se produit, au niveau cérébral, ça se produit, et au niveau cognitif, ça se produit aussi. Il n'y a absolument rien qui est figé. On va malheureusement vers une dégradation progressive des capacités de l'individu au fur et à mesure qu'il y a une prise d'âge, forcément. Mais ça ne veut absolument pas dire qu'à un moment donné, il y a des capacités qui sont fixées en fonction de certaines capacités innées ou en fonction d'un environnement, et que ça ne va pas bouger derrière. Tout ça est largement mis en mouvement par des mécanismes motivationnels qui sont... tout à l'heure, j'entendais, on va lever les mystères sur la motivation. Bon, je ne vais pas vous vendre du rêve, je ne vais pas lever des mystères sur la motivation, parce que la motivation reste en grande partie un mystère. Par contre, on va déblayer quelques petits mécanismes qui sont fondamentaux et qui permettent de dessiner au minimum une logique de fonctionnement. Et puis surtout sur cette dynamique-là. Parce que la motivation, c'est le mécanisme dynamique par excellence. Vous pouvez construire des choses fantastiques avec la motivation et vous pouvez aussi détruire des choses fantastiques avec la motivation. Et c'est assez facile à faire en réalité. Et puis, il y a aussi un autre élément qui me semble important à aborder, et ce sera peut-être l'objet de la fin de l'intervention avec un aspect un petit peu plus numérique. C'est comment cette motivation elle est mise à l'épreuve du monde moderne. De plus en plus, on constate dans les services de recherche en psychologie qu'il y a un décalage qui est extrêmement important entre ce que produit le monde moderne, la société moderne, que ce soit au niveau personnel ou professionnel, et l'état des mécanismes cognitifs, qui sont en réalité très très simples. Je ne vais pas dire basiques parce que c'est un peu vexant pour ces milliers d'années d'évolution, mais c'est quand même des mécanismes qui sont extrêmement simples et qui, pour beaucoup, sont plus vraiment en phase avec ce que propose la société. Et c'est peut-être ça qui fait qu'il y a aujourd'hui un malaise, quelque part, un mal-être qui se développe dans notre société. Alors, quand on parle de motivation, on aborde deux aspects qui me paraissent fondamentaux. Il y a d'une part ce qu'on est en capacité de faire, et d'une autre ce qu'on veut faire. Ce que j'appelle le pouvoir et le vouloir. Les deux, en fait, interagissent totalement. Selon qu'on a certaines capacités, on va développer certains désirs. Selon ce qu'on veut faire, on va aussi développer certaines capacités. Dire que l'un conditionne l'autre, ce serait abusif, mais il y a une véritable dynamique d'interaction entre les deux. Et avant d'aborder ce fameux vouloir qui est très motivationnel, vous l'avez compris, je voulais juste aborder cette notion de capacité. Et pour la notion de capacité, je voulais aborder un concept qui est celui de la neuroplasticité. Et c'est la seule fois que je vais vous parler du cerveau. Parce que la neuroplasticité, ça nous en dit très très long sur la façon dont on doit aborder notre fonctionnement. Alors je ne sais pas si vous le savez, mais notre cerveau, c'est environ 100 milliards de neurones qui barbotent au milieu d'autres cellules et qui sont constamment en mouvement.
Ce que j'appelle le mouvement, c'est que tout ce cerveau, et ça on le sait depuis pas si longtemps que ça en fait, ce cerveau il fonctionne dans une espèce de réseau, et que ce réseau, c'est un réseau de connexion entre des neurones, des axones, et ce qu'on appelle des synapses, c'est-à-dire le point de connexion entre deux neurones, ce que vous avez ici d'ailleurs. Et ce réseau, il change constamment en fonction de nos apprentissages, de nos expériences, en fonction de notre vie de tous les jours. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas, comme je le disais, c'est quelque chose qui n'est pas si vieux que ça. On a longtemps, très très longtemps pensé que ces réseaux de neurones, ils étaient totalement figés, totalement fixés à un moment précis. Vous avez peut-être entendu la fameuse phrase « tout se joue avant 6 ans ». Vous avez le droit d'apprendre jusqu'à 6 ans, après c'est cuit, hein, vous arrêtez. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle un neuromythe, une aberration, une bêtise. C'est complètement faux, d'accord ? Il y a certaines périodes d'apprentissage qui sont largement favorisées par le développement neuronal à certaines périodes spécifiques, 2 ans, 3 ans, aux alentours de 4-5 ans aussi, mais ça ne veut absolument pas dire que la capacité d'apprentissage, elle est bloquée à partir de là. Et c'est ce que nous montre la neuroplasticité. Et je voulais vous citer une étude que vous connaissez peut-être, qui est très très connue, une étude de Maguire et collaborateurs qui a été faite en 2000 avec des chauffeurs de taxi londoniens. Les chauffeurs de taxi londoniens, ils passent un test pour obtenir leur licence qui est super dur, qui s'appelle le Knowledge, qui consiste globalement à apprendre par cœur les 25 000 rues de Londres. L'idée, c'est qu'ils peuvent se diriger dans Londres sans GPS. C'est un test qui est extrêmement dur, qui demande une formation qui dure plus d'1 an et qui a à peu près 40% de taux de réussite à la fin. Ce qu'ont fait les chercheurs dans cette étude, c'est qu'ils ont mesuré le volume d'une structure cérébrale très importante qui s'appelle l'hippocampe au début de la formation et à la fin de la formation. Alors l'hippocampe, c'est pas l'animal évidemment, c'est cette bestiole que vous avez là. Alors vous l'avez à gauche du cerveau, vous avez exactement la même chose à droite du cerveau. Est-ce que vous savez à quoi ça sert un hippocampe ? La mémoire, alors c'est la structure de la mémoire, tout à fait. Mais ça sert à quoi dans la mémoire ? Alors ça ne sert pas à la conserver. En fait, l'hippocampe, c'est la porte d'entrée et la porte de sortie de la mémoire. Quand vous vivez une expérience, que vous formez un souvenir, c'est l'hippocampe qui va créer ce qu'on appelle une trace mnésique, qui va créer ce souvenir et qui va s'arranger pour qu'il soit rangé au bon endroit. Quand vous vivez une autre expérience à un autre moment, pour comprendre cette expérience-là, vous avez besoin de vos connaissances. Donc l'hippocampe, il va faire ressortir la connaissance pour pouvoir vous aider à comprendre le monde. Donc c'est à la fois la porte d'entrée et de sortie de la mémoire. Et pour vous dire à quel point on en est à balbutier dans la compréhension du cerveau, cette idée, ce mécanisme d'entrée et de sortie de la mémoire, il a été élucidé en octobre 2022. Donc on en est vraiment à commencer à comprendre. En psychologie cognitive, en neurosciences, on a coutume de dire que pour l'instant, on en est dans la phase où on est en train de répertorier l'étendue de notre ignorance sur le cerveau. On commencera à apprendre plus tard. Donc ils ont mesuré le volume de cette structure à l'aide de l'imagerie par résonance magnétique au début de la formation et à la fin de la formation. Et ce qu'ils ont observé, c'est que structurellement, l'hippocampe des chauffeurs de taxi qui passaient l'examen, qui le réussissent ou pas d'ailleurs, était largement plus développé que leur hippocampe au début de la formation. Donc le fait de faire travailler sa mémoire, ça a eu des conséquences d'un point de vue vraiment physique sur la structure du cerveau, que ce soit en densité ou que ce soit en volume. Et c'est ce qu'on appelle la plasticité synaptique. Selon comment on travaille notre cerveau, on va modifier la structure de notre cerveau. Et surtout, ce qui est très important derrière, c'est qu'on va modifier les capacités de notre système cognitif. Parce que certes, l'hippocampe est surdéveloppé, mais la réelle information qu'il y a là derrière, c'est que la mémoire de ces gens-là était bien meilleure, parce qu'ils avaient appris quasiment la totalité de la carte de Londres. Donc il y a une vraie modification des structures psychologiques et des structures cérébrales qui se fait avec le travail. Alors comment ça marche cette histoire ? En fait c'est très simple. Quand vous vivez une expérience, je ne sais pas, vous avez peut-être tous pris un café ce matin. Ce café, vous l'avez vu, vous l'avez goûté, il avait une odeur, il était chaud, il était froid, je ne sais pas. En général un bon café c'est trop fort et trop chaud. Vous avez fait le geste de prendre la tasse, de boire votre café. Tout ça, c'est différentes expériences sensorielles qui ont activé différentes zones sensorielles de votre cerveau. On va les matérialiser comme ça.
L'hippocampe, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va faire un réseau entre toutes ces zones sensorielles. Et ce que vous avez là, c'est ce qu'on appelle une trace mnésique, c'est un souvenir en fait. Pendant des années, on a pensé qu'un souvenir, c'était une espèce de petit module que vous aviez à un endroit dans votre cerveau qui était rangé dans un tiroir, et puis quand vous en avez besoin, vous ouvrez le tiroir et vous reprenez le souvenir. Mais en fait, depuis qu'on a compris que le cerveau fonctionne en réseau, on a compris que l'ensemble des mécanismes psychologiques se déploient en réseau. Et donc une trace mnésique, ce n'est pas juste un petit module, un endroit où vous avez une petite connaissance, mais c'est vraiment un réseau d'activations sensorielles qui sont mises ensemble. Alors tout ça, je ne rentrerai pas dans le détail, mais tout ça est consolidé durant la nuit, c'est pour ça que c'est très important de dormir. Notez que certains de mes étudiants abusent un petit peu, ils appliquent le mécanisme pendant les cours, ils n'ont pas compris, c'est pas de la consolidation ça. Et en fait, là où c'est magique, la neuroplasticité, c'est que si ce mécanisme-là, ce réseau de connaissances, vous le réactivez tous les jours, vous allez le renforcer. Typiquement, le café, c'est quelque chose que vous allez peut-être prendre tous les matins. Donc cette expérience-là, vous allez la revivre tous les matins, et ce réseau, vous allez le réactiver tous les matins. Et là, miracle, le réseau, il va se renforcer. Mais ça marche aussi dans l'autre sens. Imaginez qu'un matin, vous arrêtez de boire du café, vous n'en buvez plus jamais, vous activez plus jamais le réseau, votre réseau, il va disparaître. Il va s'affaiblir et un jour, il va disparaître. C'est pour ça que c'est important de réactiver ces connaissances de temps en temps, parce que ça permet de réactiver les réseaux de neurones. En fait, c'est exactement la même chose que quand vous avez un chemin dans une forêt. Quand il y a beaucoup de passages, le chemin il est bien dessiné, la végétation elle est bien sur les côtés, et si vous arrêtez de passer, petit à petit, le sentier va disparaître. La plasticité synaptique, c'est exactement la même chose. Donc, c'est une exagération, ce que j'ai marqué, mais c'est un petit peu l'idée. Ce qu'on apprend ici, c'est que le fonctionnement de notre cerveau, de nos mécanismes psychologiques, c'est vraiment quelque chose de très dynamique. Et ça veut dire que, par exemple, on a longtemps pensé qu'on ne pouvait pas apprendre au-delà d'une certaine période. En réalité, c'est faux, on peut apprendre durant toute la vie. Avec des nuances, évidemment, vous apprendrez moins bien à 85 ans qu'à 25. N'empêche que c'est possible. Et ça traduit une perspective qu'on a sur le fonctionnement des mécanismes psychologiques qui est beaucoup plus large que l'apprentissage, en fait. C'est que l'ensemble des mécanismes psychologiques, ils sont dynamiques. Les choses qui sont dans un état à un moment donné peuvent évoluer vers un autre état à un autre moment. Et ça, du point de vue motivationnel, c'est quand même quelque chose qui est très important, parce que la motivation fonctionne de la même manière. Vous pouvez la développer, la stimuler à un moment, elle peut s'affaiblir à un autre moment, et vous pouvez la restimuler à un autre moment. L'idée, c'est qu'il faut rentrer dans ce mécanisme-là pour en comprendre les fondements, pour savoir quelque part où est-ce qu'il faut appuyer pour pouvoir agir efficacement sur la motivation. Et c'est tout l'enjeu de ce dont on va parler aujourd'hui, les enjeux motivationnels. Alors, je vais commencer par une petite définition incompréhensible, c'est de la psycho, c'est normal. Donc la motivation, c'est le construit hypothétique qui est utilisé pour décrire les forces externes et internes qui produisent le déclenchement, la direction, l'intensité et la persistance du comportement. Voilà, une phrase de 3 lignes, 50 mots importants, c'est parfait. C'est une définition qui est fondamentale en psychologie. Alors il y a quelque chose auquel vous n'échapperez pas, c'est un construit hypothétique. Donc ce dont on est en train de parler, et c'est la grosse difficulté de la motivation, vous ne pouvez pas l'observer en fait. C'est une dynamique de plusieurs facteurs qui se mettent à fonctionner ensemble, qui font que quelque chose se produit ou quelque chose ne se produit pas. Mais vous pouvez fouiller tant que vous voulez dans le cerveau, vous ne trouverez pas la zone de la motivation en fait. Vous trouverez pas... Il y a des zones qui sont très impliquées dans les mécanismes motivationnels, mais il vous sera impossible de dire si l'individu il est motivé, pas motivé, pourquoi il est motivé, pourquoi il n'est pas motivé, en inspectant ces zones-là. Ça va demander une enquête qui est en fait beaucoup plus approfondie, beaucoup plus complexe que ça. Par contre, il y a des choses qui sont intéressantes aussi dans cette définition. On parle de forces externes et de forces internes. Et c'est vrai que la plupart du temps, quand on parle de motivation, on a tendance à les oublier, ces forces internes. On parle beaucoup de forces externes, notamment quand on parle d'un contexte de retour à l'emploi qui est difficile, par exemple, on parle beaucoup de ces choses-là. Le marché du travail a changé, la concurrence est beaucoup plus difficile, et on oublie ces forces internes qui sont comment je me perçois moi-même en fait, qu'est-ce que je connais en fait de mes mécanismes motivationnels à moi pour pouvoir les travailler. Et dans la motivation, on a tendance aussi à simplifier un petit peu le mécanisme.
en pensant simplement que ce qu'on appelle motivation, c'est le déclenchement du comportement. Souvent, dans des conférences, on voit que les mots déclenchement, motivation et impulsion sont interchangeables, alors que ce n'est absolument pas le cas. La motivation, c'est certes ce qui déclenche le comportement, mais c'est aussi ce qui dirige le comportement, et c'est aussi ce qui maintient la persistance du comportement. Si vous avez seulement une impulsion, vous avez une impulsion, vous n'avez pas de la motivation. Si vous avez un comportement qui est dirigé et qui va se maintenir dans le temps, là, vous avez de la motivation. Après, la notion de direction, elle complique quand même pas mal les choses, parce que quand vous avez quelqu'un qui décide de faire tout ce qu'il peut pour éviter de retourner en emploi, par exemple, parce que ça lui fait trop peur, parce qu'il a ses raisons, vous avez aussi quelqu'un qui est motivé. Donc la motivation, c'est un mouvement, mais ça peut être un mouvement qui ne part pas dans le bon sens. Donc là, il y a tout un travail de déconstruction qui est nécessaire pour pouvoir quelque part casser le mouvement qui ne va pas dans la bonne direction et puis repartir dans la bonne direction. Ce qui est loin d'être simple. Alors tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait ce qu'on pouvait faire et qu'il y avait ce qu'on voulait faire. Et vous connaissez certainement l'adage « quand on veut, on peut ». Et moi, je vous pose une question toute bête. Est-ce que l'inverse est vrai? Est-ce que le fait de... quand on veut, on peut, mais est-ce que quand on peut, ça modifie le fait qu'on veuille ou pas? Alors, pour comprendre cette idée-là, est-ce que vous reconnaissez la scène qui est décrite ici? Qui est ce monsieur avec sa muse calipige? Alors, il est dans son atelier, il a sculpté une statue qui a pris vie. C'est Pygmalion et Galatée. Donc Pygmalion, très déçu de ses relations conjugales, a décidé de s'enfermer dans son atelier pour sculpter la femme parfaite. Il était tellement content de son travail qu'il est tombé amoureux de sa statue. Il a demandé à Aphrodite de lui donner vie. Ce qu'elle a fait, parce qu'elle est vachement sympa. Et du coup, il l'a épousée, et puis on n'a pas la suite de l'histoire. Donc c'est l'histoire de Pygmalion, et Pygmalion, quand on parle de psychologie de la motivation, c'est quand même quelque chose, c'est quand même un concept qui appelle pas mal d'idées, puisqu'il y a un effet qui s'appelle comme ça, qui s'appelle l'effet Pygmalion. C'est ce qu'on appelle, et c'est dans la 3e ligne, ce qu'on appelle aussi une prophétie autoréalisatrice. Alors je vous donne un exemple pour l'effet Pygmalion qui est très très connu, qui est une référence en psychologie, qui a été donnée par Rosenthal et Jacobson. Assez vieux d'ailleurs, hein, vous voyez que c'est des concepts qui datent de 92. Alors, Rosenthal et Jacobson, ils sont allés dans une école d'une banlieue à l'époque défavorisée de New York. Ils ont fait passer des tests de QI aux élèves d'une classe. Ces tests de QI, ils les ont notés avec la fameuse méthode de l'escalier. Je ne sais pas si vous connaissez, on lance les copies dans l'escalier, et puis selon la marche sur laquelle ça tombe, on donne une note différente. Tout ça pour vous dire qu'ils ont noté arbitrairement les copies pour accorder à 20% de la classe un QI supérieur. Ces résultats, ils ne les ont pas donnés aux élèves, mais par contre, ils les ont donnés aux enseignants. Et puis, ils les ont laissés tranquilles toute l'année. À la fin de l'année, ils sont revenus, ils ont refait passer un test de QI à la même classe, sauf que cette fois, ils l'ont noté sérieusement, le test de QI. Et là, aux surprises, les élèves qui avaient eu arbitrairement un QI supérieur se sont retrouvés avec, dans les faits, un QI supérieur au deuxième test. Comment ils ont expliqué ça? Ils ont expliqué ça par le fait que les attentes que les enseignants ont développées vis-à-vis de leurs élèves connaissant leur QI supposément supérieur, ont modifié le comportement de ces élèves pour améliorer leur performance. Et ça, dans n'importe quel contexte d'accompagnement, là je parle d'enseignement, mais dans l'accompagnement au retour à l'emploi, par exemple, c'est la même chose. On pense souvent aux croyances et aux attentes des gens qu'on a en face de nous, mais à un moment, il faut aussi se poser et se demander quelles sont les attentes qu'on a nous et les croyances qu'on développe nous aussi. Parce que toutes ces croyances, en fait, elles vont nourrir une espèce de dynamique relationnelle qui vont parfois totalement détourner la relation de son objectif initial. C'est notamment ce qu'on appelle l'effet golem, qui est l'inverse de l'effet Pygmalion. Alors vous connaissez peut-être cette étude qui a été réalisée par des enseignants-chercheurs d'Aix-Marseille en 2007. Alors eux, ils sont allés dans une école aussi, dans un collège. Ils sont allés voir 2 classes de 5e, il me semble. Ils ont divisé la classe en 2, les filles d'un côté, les garçons de l'autre, et leur ont demandé de faire une tâche de recopie de figure complexe. Donc ils avaient une figure géométrique très complexe, et le but du jeu, très simplement, c'était de la recopier le plus précisément possible.
Dans la première classe, ils sont arrivés en leur disant que c'était une tâche qui testait les capacités en géométrie. À votre avis, c'est les filles ou les garçons qui ont mieux réussi? C'est lamentable, mais c'est ça, c'est les garçons qui ont mieux réussi. Dans la deuxième classe, ils ont fait faire exactement la même tâche, sauf que cette fois, ils ont dit que c'était une tâche qui servait à mesurer les capacités en dessin. Qui c'est qui a mieux réussi? Voilà. Ça s'appelle un effet golem. Comment les attentes et les croyances qu'on développe vis-à-vis d'un individu vont influencer les croyances et les attentes qu'il développe vis-à-vis de lui-même et influencer son comportement. Dans le cadre de l'effet Pygmalion, ça permet d'obtenir une amélioration de la performance. Dans le cadre de l'effet Golem, ça permet d'obtenir une destruction de la performance. Et parfois, on ne s'en rend pas compte, mais dans la dynamique relationnelle, on a tendance à embrayer sur les croyances implicites des gens qu'on a en face et à aller en fait encore plus loin. Et c'est quelque chose, il faut faire très attention à ça. Très attention à ce que nous, on pense, et ça demande quand même un travail d'introspection qui est quand même relativement complexe. Donc finalement, pouvoir et se vouloir, en réalité, oui. Selon les capacités qu'on prétend avoir, qu'on pense avoir, on va développer des aspirations qui seront différentes. Donc vous avez le pouvoir d'un côté, vous avez le vouloir de l'autre, et puis vous avez tout un tas de croyances. Une croyance, c'est vraiment quelque chose, une perception de l'environnement qui est basée sur aucun fait objectif, aucun fait tangible. D'accord ? C'est quelque chose qui peut être totalement subjectif et totalement non justifié. Et ça va influencer à la fois les capacités qu'on a et à la fois les aspirations qu'on a. Et encore une fois, quand on est dans des contextes où on reçoit des gens qui sont, notamment des seniors qui veulent essayer de retourner à l'emploi, là, on a vraiment un terreau pour les croyances qui est absolument énorme. Typiquement, dans le milieu du travail qu'on a actuellement, peut-être que dans votre expérience, c'est ce que vous avez, mais il y a cette idée d'absence de compétences numériques qui fait penser aux gens qui sont totalement incapables de retourner à l'emploi. Et ça, typiquement, c'est une croyance qui ne fonctionne pas, on en rediscutera tout à l'heure. Mais ça en dit long sur le fait que le débat, en fait, il a besoin d'être totalement déconstruit pour pouvoir aller chercher les véritables capacités et aller chercher les véritables aspirations. Parce qu'en réalité, quand vous avez deux individus qui interagissent, très simplement, cette question du pouvoir et du vouloir, elle est rarement évoquée. La plupart du temps, c'est des croyances que les gens s'échangent. Et accéder aux capacités réelles et accéder aux aspirations réelles, ça demande un travail de déconstruction des croyances et un travail de reconstruction des capacités et des aspirations. Et ce n'est pas quelque chose qui se fait naturellement, en fait. C'est quelque chose qui se fait par vraiment une enquête sur les mécanismes et puis une reconstruction en suivant ces mêmes mécanismes. Alors, je vous donne un cadre théorique qui peut, à mon avis, vous servir dans votre pratique, qui est celui de la théorie de l'autodétermination. J'insiste quand même sur le fait que ce n'est pas du tout la seule théorie de la motivation qui existe. Celle-ci, elle a le mérite d'être assez pragmatique, d'être assez intégrative, ce qui permet de comprendre énormément de choses. C'est la théorie de l'autodétermination de Deci et Ryan, qui postule que dans la vie, tous les individus ont trois besoins fondamentaux. Le premier, c'est le besoin d'autonomie, c'est-à-dire le fait d'être à l'origine de son action et le fait d'agir en cohérence avec ses valeurs. Une personne qui perd son emploi au niveau autonomie, on est dans la destruction totale. Le deuxième besoin, c'est celui de compétence, c'est-à-dire de savoir que dans notre interaction avec l'environnement, on exerce de manière efficace nos compétences. Une personne qui n'est pas en emploi, avec la pression qu'on a au niveau sociétal aujourd'hui, elle est au niveau zéro dans ce but-là. Et puis le troisième besoin, c'est aussi le sentiment, ce qu'on appelle le sentiment d'appartenance, le fait de savoir que dans le déploiement de notre action, on est connecté à un réseau de personnes et soutenu par ce réseau de personnes. Et cet aspect, il est aujourd'hui, en tout cas, largement laissé de côté au profit de la compétence et de l'autonomie, qui sont des choses qui sont extrêmement valorisées dans l'emploi d'ailleurs. Et on oublie souvent que le sentiment d'appartenance, s'il n'est pas travaillé, s'il n'est pas bichonné quelque part, il laisse la place à ce qu'on appelle l'isolement, et que l'isolement, en fait, c'est totalement destructeur pour la compétence et l'autonomie. Ces besoins, ils sont fondamentaux parce que c'est ce qui amène à ce qu'on appelle l'homéostasie, l'équilibre de l'organisme. En gros, on pourrait dire un état de bonheur où tout va bien. Voilà. L'individu n'a besoin de rien parce que tout fonctionne correctement, il se sent en équilibre et adapté à son environnement. Bon, évidemment, ça n'arrive jamais, c'est idéal. Il y a toujours un petit écart entre ce qu'on voudrait et l'état dans lequel on se trouve.
Et c'est pour ça que notre organisme, il se met en route, il déploie des actions pour pouvoir combler cet écart et atteindre l'homéostasie. Le fait de lancer cette action, c'est ce qu'on appelle la motivation. On va déployer une stratégie qui va nous permettre de combler l'écart entre notre état et l'état idéal dans lequel on voudrait être. Là où il commence à y avoir un problème, c'est quand l'écart perçu, en tout cas, entre l'état dans lequel on est et l'état dans lequel on voudrait être est trop important. Et ben, il ne va pas y avoir de stratégie motivationnelle qui va se déployer parce que on a l'impression que l'écart, on ne pourra jamais le combler. Et c'est pour ça que c'est très important de travailler sur les mécanismes qui permettent de poser les capacités des gens, de mettre au jour les capacités des gens et de mettre au jour les réelles motivations des gens, parce que c'est ce qui va permettre, sur la base de faits observables, de réellement mesurer l'écart qui existe entre l'état de l'individu et l'état qu'il voudrait avoir. Pourquoi ? Parce que les gens ne sont pas souvent au clair avec leur motivation, en fait. Et souvent, les gens qui cherchent un emploi, notamment, puisque c'est le domaine sur lequel on travaille aujourd'hui, souvent, ils arrivent avec un désir, avec une volonté, un objectif qui ne correspond pas tout à fait à l'objectif qu'ils ont réellement. C'est le même cas de figure que des gens qui vont développer une motivation au travail au sein du travail. Ça demande un sacré travail de déconstruction, de se dire que si on va développer une super stratégie de travail, c'est simplement parce que ça va nous permettre de faire des trucs en dehors du travail. Je ne sais pas si mon exemple est clair. Je vous donne un exemple tout bête. Dans mon université, je suis responsable de département et on doit faire ce qu'on appelle des tableaux académiques. C'est un véritable cauchemar. C'est des tableaux qui font 10 000 lignes dans lesquels vous avez tous vos cours, tous vos enseignants, les objectifs pédagogiques, les accréditations. C'est absolument horrible. Et il y a deux stratégies là-dedans. Il y a la stratégie qui consiste à dire je vais prendre une semaine, me prendre la tête dessus, faire quelque chose de super carré et de super efficace. Et l'autre stratégie qui consiste à dire je vais appuyer sur la petite croix, je vais fermer le fichier, puis je vais aller faire autre chose. Et c'est une discussion que j'ai eue il n'y a pas longtemps avec mes collègues qui sont responsables des autres départements et qui m'ont dit mais pourquoi tu investis autant de temps alors qu'on n'est pas payé plus pour faire ce tableau carré comme ça ? Et en fait, c'est pas naturel pour un salarié d'arriver à dire moi, si je l'ai complété comme ça, ce tableau, c'est parce que je le remplis en 3 clics, et comme ça, à 16 heures, je pars chercher ma fille à l'école. Et la motivation, elle n'est pas directe ici, parce qu'on a souvent tendance à dire que, et c'est la réflexion que m'ont fait mes collègues, en fait, que si j'ai déployé tout cet effort, c'était pour une motivation qui était liée au travail. Alors que non, ma motivation, c'était justement pour pouvoir partir plus vite du travail. Et c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident à faire, et surtout dans une société comme la société française qui a posé la valeur travail comme une valeur qui est vraiment fondamentale. C'est difficile de poser ces enjeux motivationnels-là. Et pourtant, ils sont fondamentaux parce que si on ne les pose pas, on ne sait pas où on va, en fait, parce que la motivation, c'est ça qui va nous... Enfin, les objectifs qu'on a, c'est ce qui va guider notre motivation. Et si on ne pose pas les vrais objectifs, on ne va pas déployer la bonne stratégie derrière. Donc, quelque part, ça demande une certaine lucidité, en fait. Je peux venir en arrière, éventuellement. Voilà. Et c'est pour ça que c'est très important de comprendre la motivation. Quels sont ses mécanismes et quelles sont ses formes. On a souvent tendance à penser que la motivation, c'est quelque chose d'assez unitaire. Il y a les gens qui sont motivés d'un côté et les gens qui ne sont pas motivés de l'autre. C'est pas du tout comme ça, en fait. Ce que montre la théorie de l'autodétermination, et encore une fois, ce n'est pas la seule théorie, mais il y a quelque chose de pertinent là-dedans, c'est que la motivation prend beaucoup de formes. Vous avez à gauche de ce graphique ce qu'on appelle la motivation. À motivation, là, c'est l'absence de motivation, il ne se passera strictement rien. Bon, pour le coup, ça ne nous intéresse pas trop. Et même dans une action d'accompagnement, ce n'est pas forcément pertinent parce que vous êtes dans des cas qui sont relativement extrêmes. Et il est fort possible que dans ces cas-là, vous ayez besoin d'une prise en charge psychologique avant de pouvoir penser à un accompagnement vers un retour à l'emploi. C'est quand même des situations qui sont assez extrêmes. La plupart du temps, c'est des situations qui sont extrêmes comme ça parce qu'il y a une dégradation motivationnelle qu'on a laissée, c'est pas une accusation, qui s'est délitée, qui s'est aggravée en fait. Et ça arrive malheureusement souvent parce que c'est très difficile de percevoir cette dégradation-là. Sinon, vous avez tout un tas de personnes à côté qui sont motivées, mais qui sont plus ou moins motivées. Vous avez des gens qui sont dans ce qu'on appelle la motivation extrinsèque et d'autres qui sont dans ce qu'on appelle la motivation intrinsèque.
La motivation extrinsèque, comme son nom le suggère, c'est une motivation qui est définie par quelque chose qui est extérieur à l'individu. Et la motivation intrinsèque, c'est une motivation qui est définie par quelque chose qui est interne à l'individu. Dans la motivation intrinsèque, on parle souvent des gens qui font les actions sans objectif particulier, juste parce que ça leur fait plaisir. C'est pour ça que c'est la motivation la plus forte. Parce qu'il n'y a pas besoin en fait, d'avoir un besoin particulier ou un objectif particulier pour faire l'action, c'est juste que ça nous fait plaisir de le faire. 99% des gens, en particulier quand il s'agit de l'emploi, sont dans la motivation extrinsèque. C'est une motivation qui est conditionnée par quelque chose d'externe, et vous en avez 4 formes: la régulation externe, introjectée, identifiée et intégrée. Et plus vous passez de la régulation externe à la régulation intégrée, plus vous voyez dans les définitions des termes, plus vous intégrez les éléments de motivation, et plus votre motivation elle va être forte. Et le mouvement de la motivation est, à mon avis, dans un dispositif d'accompagnement vers le retour à l'emploi. C'est un mouvement qui doit se faire et qui est fondamental. C'est d'arriver le plus possible à déterminer où se situe la personne sur le plan de la motivation et à essayer de l'emmener le plus possible vers l'intégration, l'internalisation de ses motivations. C'est une erreur qui a été faite par le management pendant des années et des années, de croire qu'elle pouvait motiver ses salariés avec des primes. Elle a balancé des primes, et puis en fait, ça ne marche pas. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une situation au niveau de l'emploi qui est assez particulière, parce que vous avez des gens à qui on propose, qui sont en emploi, qui font leur job parfaitement, et vous leur proposez une prime pour prendre une responsabilité supplémentaire, et ils vous disent non. Parce qu'en fait, ça ne leur suffit pas, c'est pas un moteur suffisant. C'est un autre débat, mais qui, à mon avis, mérite d'être abordé à l'occasion. Souvent, ces gens-là, on dit qu'elles sont en situation de démission silencieuse. Ça en dit long aussi sur l'écart qu'il y a entre la vision des entreprises et la vision des salariés. Quelqu'un qui fait son job, mais qui ne veut pas en faire plus que son job, il est en état de démission. Alors qu'il me semble que quand on démissionne, c'est qu'on arrête de travailler, pas juste qu'on se contente de faire son travail. Il y a un écart aussi là-dedans qui joue sur les motivations et les attentes de chacun. Alors pour vous faire un petit panorama rapide, la pire des motivations que vous pouvez trouver, c'est ce qu'on appelle la régulation externe. C'est une régulation qui est guidée par le fait d'obtenir une récompense ou d'éviter une punition. Vous pouvez très bien faire quelque chose qui n'a strictement aucun sens, du moment que c'est guidé par l'évitement d'une punition ou l'obtention d'une récompense. C'est pour ça que les primes, ça ne marche pas d'ailleurs, parce que quand vous mettez une prime, vous faites dépendre la motivation de cette prime. Et donc vous n'êtes pas obligé de mettre du sens sur le comportement. Donc à long terme, ça ne fonctionnera pas. Et puis surtout, ça veut dire que le jour où vous supprimez la prime, ou vous diminuez un petit peu la prime, ou le jour où il y a un tout petit problème avec cette fameuse prime, dans la mesure où la motivation dépend entièrement de cette prime-là, eh ben, c'est fini, il n'y a plus de motivation. Après, on a 2 autres formes intermédiaires de motivation. Vous avez la régulation introjectée et la régulation identifiée. La régulation introjectée, c'est quand vous faites quelque chose par culpabilité ou sous la pression sociale. Et je pense qu'en matière de retour à l'emploi, la pression sociale, elle est clairement là. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui finissent... Alors, il y a d'autres raisons, évidemment, hein, sinon ce serait simplifier le problème, mais il y a beaucoup de gens qui finissent par peut-être s'orienter vers certains emplois qui ne leur correspondent pas tout à fait, juste sous cette pression sociale-là. Par contre, ils ne vous le diront pas. Ça, il va falloir le chercher. Et c'est une motivation qui est très compliquée. Parce que jouer son avenir professionnel sur de la pression sociale, c'est pas la même chose que quand vous êtes à table, que quelqu'un ouvre une piquette et que vous dites qu'il est délicieux. Ça n'a rien à voir. D'accord ? Là, ça vous engage beaucoup plus parce que vous jouez un engagement professionnel. C'est quand même un endroit où on passe 8 heures par jour. Donc vous jouez quelque chose de très important à ce niveau-là. Donc identifier cette motivation, pour moi, elle est importante. Parce que il faut en sortir, en fait. Il faut aller vers autre chose. Il faut aller vers une internalisation plus forte de la motivation. Vous avez aussi ce qu'on appelle une régulation identifiée. Donc c'est un comportement, cette fois, qui est reconnu comme important et utile, mais qui n'est pas forcément en accord avec les valeurs de la personne. Peut-être quelqu'un qui va s'engager dans une entreprise parce que pour lui, c'est très important, tout simplement, de ramener... Pour que ce soit la position sociale ou d'un point de vue purement économique, de ramener un salaire à la maison, mais qui peut s'engager dans une entreprise qui n'est pas en accord avec ses valeurs.
Là, vous avez une dissonance cognitive, vous avez un conflit qui fait qu'à terme, la motivation peut disparaître. Parce que ce conflit, il n'est pas tenable sur le long terme. En fait, tous ces petits conflits-là, ces petits accros dans la motivation sont une source de stress, une source de conflit qui va petit à petit grignoter la motivation. Là, on va commencer à arriver sur quelque chose de plus intéressant, c'est quand on a ce qu'on appelle de la régulation intégrée, c'est-à-dire quand vous avez un individu qui effectue une action qui est jugée importante et qui est en accord avec ses valeurs. Tout le travail d'un accompagnement vers ce que je vais appeler généralement un accompagnement vers la motivation consiste à partir de cette grille de lecture-là, parce que je pense que c'est une grille de lecture qui est intéressante, à essayer de voir à peu près où se situe l'individu, et puis à essayer de l'orienter sur quelque chose qui va stimuler sa motivation d'une manière un peu plus internalisée. Soit en le faisant bouger lui, soit en faisant bouger l'objectif qui est fixé. Dans le cas qui nous concerne, ce serait l'emploi qui est concerné. Évidemment, c'est une situation qui est idyllique sur le papier, dans le sens où on peut proposer n'importe quel emploi à n'importe quelle personne. Donc ça joue énormément. Et alors pour conclure sur ces formes de motivation, je voulais juste vous présenter un petit exemple. Imaginez que pendant une semaine, vous avez des gamins qui viennent taper leur ballon de basket sur la porte de garage de quelqu'un. Vous savez, ces bonnes vieilles portes de garage en tôle là, qui font bien du bruit. La personne, elle va les voir, elle leur dit « arrêtez », ils n'arrêtent pas. Elle retourne les voir, ils n'arrêtent pas, et ainsi de suite. Ça a l'air de les éclater d'envoyer le ballon sur la porte de garage. Et puis, au bout d'une semaine, les enfants, ils arrêtent de venir. Et la question, elle est très simple, c'est que la personne, elle est tranquille, mais du coup, il lui manque, alors là, c'était des dollars, il lui manque 10 $. Pourquoi il lui manque 10 $? Pardon ? Alors, il n'a pas mis de la mousse sur la porte. C'était pertinent. Il n'a pas réparé sa porte. Pourquoi il leur aurait donné 10 $? Alors, il leur a donné 10 $ pour qu'ils arrêtent de taper. Il n'a pas non plus installé de panier de basket, mais il leur a pas donné 10 $ pour qu'ils arrêtent. Il a enlevé la porte? Non. Alors ça lui aurait coûté plus, je pense. Alors, en fait, vous étiez sur la bonne piste parce qu'il leur a bien donné 10 $. Mais pour qu'ils continuent. En fait, il leur a pas donné 10 $ en une fois. Il est allé les voir le premier jour, il leur a donné 1 $ à chacun. Il leur a dit « c'est vraiment super ce que vous faites, hein, vraiment éclatez-vous, hein. » Le lendemain, il a fait pareil, c'est vraiment super ce que vous faites, éclatez-vous, et ainsi de suite. Et puis le 4e jour, il allait les voir, il leur a dit « non, aujourd'hui je vous donne rien ». Et du coup, les enfants, ils ont fait « bah si on n'a rien, on arrête ». Et ils sont partis. C'est une légende urbaine en psychologie, on ne saura jamais si c'est vrai ou si c'est faux. Mais c'est un exemple qui montre bien à quel point externaliser la motivation, ça détruit la motivation. Si vous voulez tuer la motivation de quelqu'un, c'est exactement ce qu'il faut faire. Vous la faites dépendre d'un élément extérieur, et ensuite vous supprimez l'élément extérieur. C'est ce que font la plupart des psychopathes d'ailleurs. C'est pas une combine que je vous donne, on est d'accord, hein ? Donc externaliser la motivation, c'est vraiment quelque chose qui marche pas. Si vous avez une personne qui va s'engager dans un emploi parce que le salaire lui paraît bien, faut peut-être se poser des questions. Il y a quelque chose à chercher un petit peu plus loin parce que c'est peut-être une personne que vous allez retrouver dans 6 mois parce qu'en fait, elle a démissionné parce que ça allait pas. Donc la question, c'est comment stimuler la motivation. C'est une grande question. Une très grande question. Donc vous l'avez compris, les récompenses, c'est pas un bon élément. C'est pas un élément de stimulation de la motivation. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas de récompense? Absolument pas. Ça veut dire qu'il ne faut pas faire dépendre la motivation des récompenses. Par contre, si vous avez une stratégie motivationnelle qui est efficace et qu'en plus vous rajoutez une petite récompense par-dessus, ça marchera super bien. Moi, je promets jamais à ma fille qu'elle va avoir une récompense si elle a une bonne note. Par contre, ça arrive que quand elle a une bonne note, je la félicite et puis qu'on va aller acheter quelques bonbons.
On rajoute une petite récompense par-dessus et ça marche très très bien. Par contre, je suis sûr que si je lui promettais une récompense à chaque fois qu'elle avait une bonne note, le jour où je lui dis il n'y a pas de récompense, elle me ramène un carton le lendemain. Alors après, il y a d'autres méthodes plus coercitives qui permettent d'obtenir des bonnes notes, mais ça, c'est pas l'objet. Ce qui marche bien, par contre, pour la motivation, c'est ce qu'on appelle les feedbacks positifs. Les gens, en fait, ont besoin de savoir, par une personne extérieure, ce qu'ils sont capables de faire, ce qu'ils ont fait correctement. Et la plupart du temps, les gens qui viennent, et ça marche beaucoup avec les seniors, je pense, qui viennent pour bénéficier d'un accompagnement pour revenir à l'emploi, c'est des gens qui sont dans une situation de stress et de terreur complète parce qu'en fait, ils n'ont aucune idée de ce qu'ils sont capables de faire. Et il y a tout un travail d'accompagnement qui tient du feedback positif, en fait, qui consiste à déconstruire toutes ces croyances dont on parlait tout à l'heure et pour les remplacer par, non pas des croyances, mais des faits. C'est peut-être un petit peu extrême comme position, mais j'aurais presque envie de dire que ça ne sert à rien de demander aux gens de venir avec un CV, qu'il vaut mieux prendre 2 heures pour le reconstruire avec les gens. Et qu'il n'aura certainement pas du tout la même tête que le CV qui était initialement prévu par les personnes. Les feedbacks positifs, c'est vraiment quelque chose qui est fondamental parce que d'un point de vue psychologique, ça nourrit des besoins qui sont fondamentaux. J'en ai parlé tout à l'heure, le sentiment de compétence et le sentiment d'autonomie. Et c'est là que le sentiment d'appartenance, il devient super important. Parce que si vous n'avez pas de sentiment d'appartenance, ça veut dire que vous êtes isolé. Si vous êtes isolé, vous n'avez pas de feedback. Si vous n'avez pas de feedback, vous ne pouvez pas nourrir votre sentiment d'autonomie et votre sentiment de compétence. Pourquoi c'est si important que ça d'obtenir des feedbacks ? Parce qu'il y a un petit mécanisme psychologique qu'on a tous dans notre vie de tous les jours qui s'appelle le sentiment d'efficacité personnelle. On est tous des comptables d'un point de vue cognitif. Tous les jours, quoi qu'on fasse, on passe notre temps à évaluer l'efficacité de notre action. Et en fonction du résultat de cette évaluation, on va ajuster notre attente. Et en fonction de la situation motivationnelle de base dans laquelle on est, forcément, nos attentes vont s'ajuster aussi. Donc ça veut dire qu'on va tenter de faire des choses dans le monde, et puis en fonction de comment ça marche, on va ajuster nos attentes. Ça a bien marché, donc je vais rehausser mes attentes. Ça n'a pas marché, je vais ajuster mes attentes, soit essayer d'obtenir le même objectif, mais par une voie détournée, soit d'essayer d'atteindre un objectif plus bas. Si on n'a pas la capacité de mesurer l'efficacité de notre action, le sentiment d'efficacité personnelle, il n'est jamais nourri. Et ça mène à la destruction de la motivation parce que soit on a une évaluation positive, soit on a une évaluation négative, sachant que l'absence d'évaluation, l'absence d'éléments pour évaluer, ça a le même effet qu'une évaluation négative. Donc si vous n'avez pas d'informations pour évaluer l'efficacité de votre action, vous allez revoir vos attentes à la baisse. C'est malheureusement un mécanisme cognitif qui est immuable. Si vous n'avez pas la capacité d'évaluer l'efficacité de votre action, vous allez vous démotiver. Et ça marche pour les gens qui sont sur le chemin du retour à l'emploi. Ça marche aussi pour les gens qui sont en emploi. Un management décousu, un management complètement diffus, sans objectif, sans retour, c'est souvent un management qui cause de la démotivation dans les équipes. Parce que les gens ont besoin d'avoir des repères. Ils ont besoin de savoir d'où ils viennent, ils ont besoin de savoir où ils sont, ils ont besoin de savoir où ils vont. Et c'est ce que permet de faire le sentiment d'efficacité personnelle. Ou le sentiment d'auto-efficacité, c'est la même chose. Et ce sentiment d'auto-efficacité, il se nourrit d'énormément de choses. Alors, il se nourrit de la persuasion verbale, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le feedback. Les gens ont des feedbacks sur leur action. Et ça nourrit leur sentiment d'efficacité personnelle. Il y a aussi ce qu'on appelle l'apprentissage vicariant. Et peut-être que dans une société où on est beaucoup sur l'accompagnement personnalisé, on a tendance à oublier ce mécanisme qui est quand même assez basique. C'est que souvent, on nourrit nos attentes en fonction des expériences qu'on observe chez les autres. En fait, l'apprentissage vicariant, c'est ni plus ni moins que la vertu de l'exemple. Quand on voit que les autres y arrivent, quelque part, ça nous donne l'idée que nous, on peut y arriver aussi. Et c'est vrai que dans une société qui est de plus en plus isolée, de plus en plus individuelle, individualiste, alors c'est plus au sens structurel qu'au sens du jugement de valeur, on a tendance à laisser de côté cet apprentissage vicariant. Et il y a un autre élément qui est important, c'est les expériences de maîtrise. C'est quelque part le feedback positif que l'individu va obtenir lui-même de sa propre action. Avoir quelqu'un qui nous dit qu'on a bien agi, c'est bien, mais être en mesure soi-même d'évaluer son action, c'est bien aussi. Parce que c'est ce feedback qui vient de nous-mêmes sur notre action et qui a quand même un poids qui est important.
Et c'est une étape assez compliquée dans la motivation, parce que c'est difficile d'arriver soi-même à produire un feedback sur son comportement. Vous connaissez certainement le syndrome de l'imposteur. Ben voilà, c'est un exemple type de feedback personnel qui ne marche pas. C'est-à-dire que chaque fois qu'on va avoir un retour positif sur son action, on va le laisser de côté en considérant qu'il n'a aucune valeur. Alors que constater par les faits qu'on a fait quelque chose correctement, c'est ni une arnaque ni un excès d'ego, c'est juste une observation. Et c'est là-dessus, je vous invite vraiment à faire comme le scientifique de base. Enlevez votre subjectivité, enlevez votre ego, réfugiez-vous dans les faits. Les faits, ils ont toujours raison de toute façon. Parce que eux, ils existent. Donc stimuler la motivation, ça nécessite des feedbacks positifs parce que ces feedbacks positifs permettent de donner des repères à l'individu sur l'efficacité de son action. Mais les repères, ça ne fonctionne que si on a des objectifs qui sont correctement fixés. Alors un but, c'est quoi? C'est une représentation interne d'un résultat désiré, c'est-à-dire c'est la représentation que je me fais de l'endroit où je veux aller. Et selon le but que je me fixe, je peux déployer une stratégie motivationnelle super efficace ou détruire complètement ma motivation. Je ne sais pas s'il y a des gens qui courent ici, mais s'il y en a certains d'entre vous qui ont essayé un jour de courir un semi-marathon, il doit y avoir une sacrée différence entre ceux qui ont essayé tout de suite de courir 21 km, puis ceux qui ont essayé de courir 5 km, puis 10 km, puis 15 km, puis ainsi de suite. Pourtant, c'est le même objectif, mais la stratégie motivationnelle n'a rien à voir derrière. Et certainement que ceux qui ont décidé de courir 21 km d'un coup, ils se sont arrêtés, ils sont allés s'acheter une bonne bière, et puis c'était fini. Mais c'est normal, c'était un but qui était inatteignable. Et ça demande de se poser la question, qu'est-ce qu'un bon but, en fait? Et ça aussi, c'est un travail de déconstruction qu'il y a à faire avec les gens qu'on accompagne pour pouvoir reconstruire leur objectif. Parce que les gens, ils arrivent toujours avec des objectifs, avec des idées, avec des capacités. Et puis, il ne faut pas longtemps en général pour se rendre compte qu'en fait, ce n'est pas du tout ça. Un bon but, c'est déjà un but qui est spécifique. J'aimerais bien occuper cet emploi parce que ça a l'air cool. C'est un peu léger. Il y a besoin d'aller un petit peu plus loin. Comment ça résonne avec vos valeurs, par exemple, comment ça résonne avec vos capacités. Ça permet de spécifier les objectifs qu'on se fixe. Un objectif qui est bon, c'est un objectif qui est spécifique. Alors ça, on le sait depuis des années et des années. On l'applique depuis un peu moins de temps, il faut être honnête. Et je vous cite un exemple qui est un grand classique de Latam et Baldès. En 1975, ils sont allés voir des chauffeurs-livreurs et ils leur ont demandé de charger leur camion. Dans un premier temps, et vous avez les semaines ici, c'est des blocs de 4 semaines. Dans un premier temps, ils leur ont demandé de charger le camion le mieux possible, du mieux qu'ils pouvaient. Et vous voyez, c'est ce que vous avez en pointillé. Ils ont réussi à charger à peu près entre 60 et 65% du poids légal. Donc c'est pas mal. Et après, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils leur ont fixé un but qui était beaucoup plus difficile, certes, mais beaucoup plus précis. Ils leur ont demandé de charger leur camion à 94% du poids légal. Et là, d'un coup, le poids, la performance, en fait, elle a augmenté d'un coup, puisque le chargement au niveau du poids légal, il est monté à plus de 80%. Forcément, il y a eu une phase qui était compliquée, une phase de relâchement. Mais ensuite, vous voyez que ça a continué à augmenter avant de se stabiliser autour des 94%. Selon que le but était spécifique ou pas spécifique, la performance n'a pas du tout été la même. Et quelque part, en fait, le résultat, il est quasiment trivial. Vous ne pouvez pas vous attendre à ce que quelqu'un arrive quelque part si vous ne lui dites pas où c'est, en fait. Ça paraît trivial, hein, mais en réalité, c'est fondamental. La plupart des gens se plaignent de ne pas atteindre leurs objectifs, alors qu'en réalité, ils ne les ont pas fixés. Ou alors, ils ont fixé des objectifs qu'en fait, ils ne veulent pas atteindre. Donc là, il y a un vrai travail à faire. Et puis, il y a quelque chose qui joue beaucoup aussi, c'est la difficulté du but. Les gens ne sont pas très bons pour se fixer des buts, en général. Ils peuvent se fixer des buts qui sont trop faciles, des buts qui sont trop difficiles, alors que le but parfait, c'est un but qui est pile entre les deux, en fait. Un but trop facile, c'est un but qui démotive totalement, en fait. Et c'est... Dans une perspective où vous avez peut-être une personne qui est dans une situation de difficulté, on a vite tendance dans ces situations-là à fixer des buts qui sont très faciles pour dire cette personne-là, ça va la remettre un petit peu sur les rails.
Mais si on persiste dans cette stratégie, et je veux bien croire qu'à court terme, elle est efficace, si on persiste dans cette stratégie, on met la personne en situation de danger. Parce que, d'une part, elle le voit bien, la personne, que l'action qu'elle fait, elle atteint son but, non pas parce qu'elle est excellente, mais parce que le but, il est facile. Donc ses attentes ne changent pas, et son sentiment d'efficacité personnelle, il n'est pas nourri. Donc au final, ça va avoir un effet délétère sur sa motivation. Et puis souvent, ce qui se produit, c'est que la personne, elle finit par rencontrer une situation réellement difficile, la fameuse différence entre la situation de test et la situation réelle, et elle va se planter dans cette situation difficile, mais ça ne va pas avoir l'effet d'un échec. Par effet de contraste avec la réussite qu'elle avait avant, ça va avoir l'effet d'un véritable traumatisme. Et là, vous allez en fait vous retrouver avec une personne qui est encore moins motivée qu'au départ, parce qu'elle est traumatisée par l'échec qu'elle a eu. Alors, à l'autre sens, on pourrait se dire, pour motiver la personne, on va lui fixer un objectif, un énorme objectif, pour vraiment, vraiment la mobiliser. Mais si le but il est trop dur, et c'est ce que vous voyez à droite ici, en fait, vous démotivez complètement la personne, parce que le but il est inatteignable. Ce que je vous disais avec le semi-marathon tout à l'heure, si vous dites à la personne directement, là tu pars d'ici, puis tu me cours 21 km, non, c'est inatteignable. Et la personne, en fait, elle va vite se résigner, elle va vite se démotiver, parce qu'elle ne voit pas de stratégie possible qui résonne avec ses capacités pour atteindre cet objectif-là. La meilleure chose à faire, c'est de fixer un but qui est intermédiaire en matière de difficulté, c'est-à-dire un but qui challenge la personne, qui va l'amener juste, ce qu'on appelle cette fameuse zone proximale de développement, là, juste en dehors de la zone de confort, où on est obligé de se mobiliser un petit peu pour avancer, mais qui reste dans les capacités de la personne, dans le sens où elle va pouvoir atteindre l'objectif. Oui ? Ben oui, en fait, vous pouvez poser des questions. Ouais. Eh ben, c'est là où je vous emmène, en fait. Moi aussi, j'avance étape par étape. Le but atteignable, il dépend aussi de chacun. La notion d'identifier ce qui est atteignable, La notion d'identifier ce qui est atteignable ou pas, c'est pas quelque chose de simple. Parce que ce qui est atteignable pour l'un ne l'est peut-être pas pour l'autre. Donc la notion de définition de l'objectif, par nature, elle dépend de l'individu. Il y a tout un travail de déconstruction à faire ici, parce qu'effectivement, ça dépend de l'individu. Mais c'est même encore plus compliqué que ça, parce que ça dépend de l'individu. Mais l'individu n'est pas forcément conscient des objectifs et des capacités qu'il a pour les atteindre. Donc, c'est schématique, mais j'ai envie de dire que c'est vraiment une problématique individuelle, mais qui certainement doit être traitée dans une relation. Ce qui permet d'apporter une perspective extérieure pour déconstruire les choses et les reconstruire derrière. Parce qu'effectivement, on n'a pas tous les mêmes capacités, on n'a pas tous les mêmes objectifs, les mêmes valeurs, et ça va complètement conditionner les objectifs qu'on se fixe. Et effectivement, c'est très, très, très individuel. Et malheureusement, on a beaucoup tendance à fixer des objectifs qui sont relativement standards. Ce qu'on fait à l'école, c'est ça. Tous les enfants doivent atteindre certaines... Et ça, c'est historique, en fait, dans la perception qu'on a de l'individu. Si on regarde la psychologie du développement, par exemple, pendant des années et des années, on a suivi les préceptes de Piaget qui disaient qu'à tel âge, il faut avoir cette capacité, à tel âge, il faut avoir cette capacité, à tel âge, il faut avoir cette capacité. Et on a vu des millions de parents qui disaient « mais là, mon gosse, il a 1 an et demi, je ne comprends pas, il ne parle pas. Par contre, il marche très très bien, mais il ne parle pas. » Et puis, en fait, on s'est rendu compte que ça ne marchait pas comme ça du tout. Les individus fonctionnent d'une manière qui est très 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 spécifique à l'individu lui-même. Et c'est pour ça que vous avez des gamins qui gambadent dans tous les sens, mais qui ne parlent pas. Et puis un jour, ils arrivent à l'école et d'un coup, ils se mettent à parler. Et oui, c'est comme ça, c'est parce que chaque individu investit différentes sphères cognitives, environnementales, interactionnelles, et développe certains aspects. Est-ce que ça veut dire qu'il abandonne les autres ? Pas du tout. C'est juste qu'il fait les choses à sa manière. Et donc, effectivement, c'est ce qui est compliqué dans toute cette démarche-là de la motivation, et c'est ce qui nourrit cette dynamique, c'est qu'on joue avec des choses qui sont très individuelle et pas forcément consciente. Donc un bon but, c'est un but qui est suffisamment dur pour challenger la personne, mais qui est suffisamment facile pour être atteignable. Comme ça, vous avez une personne qui se mobilise, mais qui peut mesurer le fait qu'elle a atteint son but. Et là, elle va rehausser ses attentes, parce qu'elle s'est dit c'était au-dessus de mes capacités, mais en réalité pas tant que ça, puisque je me suis mobilisé, j'ai atteint mon objectif, et du coup, les attentes pour la prochaine fois, je vais essayer de faire encore mieux. Et là, vous avez un cercle vertueux qui va stimuler la motivation.
Donc spécificité et difficulté. Alors, j'ai strictement aucune idée de l'heure qu'il est, donc je ne sais pas si je suis... Ouais. J'ai une montre au poignet quand même. Hein. Ah, d'accord, je suis ultra en retard. Place au débat alors, place au débat maintenant. Je passe la surmultiplier pour finir, d'accord ? Oui, il y a une impatience à parler parce que il y a eu beaucoup de résonance dans la salle. Et chacun s'est senti concerné par tout ce que vous avez dit. Alors, de toute façon, les éléments qui me restaient après sont des élargissements en fait, théoriques. Donc je peux vous les laisser à disposition pour réfléchir derrière. Donc au final, je termine avec ce que vous disiez tout à l'heure. La stratégie qui permet d'atteindre ces buts, c'est une stratégie qui est faite d'objectifs proximaux. C'est-à-dire que vous avez un grand objectif qui est parfois assez nébuleux, assez abstrait, assez éloigné. Et la stratégie motivationnelle consiste à découper cet objectif en différents sous-objectifs qui ont toujours la particularité d'être exigeants, atteignables et qui sont surtout mesurables. On est toujours dans cette dynamique où si l'individu veut être motivé, il faut qu'à un moment, il puisse observer le fait que son action, elle fonctionne. Donc si le résultat de son action n'est pas mesurable, en fait, il n'arrivera jamais à se motiver. Et c'est ça qui est très important. Alors, ça peut faire l'objet d'un débat. Il y a énormément de choses à dire ici. En fait, pour conclure, les clés de la motivation, elles sont un petit peu ici. Alors, il n'y a rien d'absolu. Tout ce que je vous dis, c'est une perspective ancrée dans une autre perspective théorique. Il y a énormément de choses à dire là-dessus, mais c'est peut-être des clés de compréhension qui peuvent servir et qui peuvent nourrir d'autres raisonnements. Pour la motivation, il y a quand même tout un élément qui est important à prendre en compte, c'est le fait que l'individu, il doit se départir de ses croyances et faire ce travail pour vraiment mettre au jour ses propres capacités et mettre au jour ses vraies motivations, en fait, ses vraies aspirations. C'est quelque chose, comme on vient de le dire, qui est très individuel, qui n'est pas forcément très conscient. Et c'est là qu'en tant qu'accompagnant, ça devient très pertinent d'être avec l'individu, parce que dans cette interaction-là, on va aider l'individu à révéler ses vraies capacités et à révéler ses vraies motivations. Ce qui permettra de chercher au bon endroit parce qu'on part des bons éléments. Du point de vue de la personne qui accompagne, ça demande aussi un travail puisque la personne qui accompagne, elle a aussi ses croyances, elle a aussi ses préjugés qui ne sont pas forcément conscients, qu'il va falloir essayer de prendre en compte pour les déconstruire et vraiment appréhender ce que dit la personne en face. Donc tout ça, c'est des croyances qu'il va falloir laisser de côté pour les remplacer par des faits et des actions. Et comme je viens de le dire, en fait, tout ça, c'est une histoire de repères, tout simplement. Les individus qui ne sont pas motivés, la plupart du temps, c'est des individus qui, d'une manière ou d'une autre, ne savent pas où ils sont. Parce qu'ils ne regardent pas au bon endroit, parce qu'ils ne regardent pas les bonnes choses, parce qu'en fait, ils regardent quelque chose, mais qu'il faudrait l'enlever pour regarder ce qu'il y a juste derrière. C'est juste une histoire de repères. Être motivé, c'est savoir d'où on vient, savoir où on est, savoir où on va. Et c'est une manière, effectivement, d'ancrer ses désirs dans la réalité. Je n'ai pas dit prendre ses désirs pour des réalités. Hein. J'ai vraiment dit ancrer ses désirs dans la réalité. En fait, la différence entre quelqu'un de motivé et de pas motivé, elle est toute bête. Vous êtes dans un tunnel qui n'est pas éclairé, vous ne voyez pas ce qu'il y a derrière vous, vous ne voyez pas ce qu'il y a devant. La personne qui est motivée, la seule différence qu'elle a avec l'autre, c'est qu'il y a quelqu'un qui lui tient la main pour l'amener jusqu'au bout du tunnel. Ça peut être elle-même, ça peut être quelqu'un d'autre, ça peut être très conceptuel, mais en fait, c'est juste ça. C'est juste ça. Juste d'avoir un ancrage, parce qu'à partir du moment où on a un ancrage, on a un repère et on sait où on va. Et ça change tout. Et voilà, et je suis désolé pour le retard. Je vous remercie de votre attention. Merci.